Bonjour, Lionel Dossou, conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire du bureau équipe major chez IA Gestion Privée de Patrimoine. Alors, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre ces vidéos que nous publions à chaque trimestre pour parler un peu des stratégies et des perspectives financières. Et nous vous en remercions. Si vous avez retrouvé cette vidéo par nos réseaux sociaux ou par notre chaîne YouTube, je vous invite à tout simplement suivre la page. Et si vous êtes passé par notre site web, ben, n'oubliez pas de l'ajouter à vos favoris ou encore mieux, inscrivez-vous à notre infolette pour recevoir un résumé à chaque trimestre. Alors, on a un bel agenda aujourd'hui. On va commencer par parler des marchés financiers qui ont été un peu comme cet été. C'était chaud sur les marchés. Nous allons faire un peu un tour de tout cela avec Fabien, mais qui va aussi prendre le temps d'explorer la question dans un portefeuille de FNB indiciel, est-ce que ça vaut la peine d'intégrer aujourd'hui de la gestion active? Ensuite, nous allons parler avec Jonathan des différentes options que nous avons sur la table pour diversifier un portefeuille, surtout dans les placements alternatifs. Euh, c'est l'automne, c'est la rentrée des classes, alors on va prendre le temps avec papa et maman de faire les devoirs en ce qui concerne les régimes épargne-études. Quelles sont les règles, comment ça fonctionne, c'est quoi les avantages, comment comprendre la fiscalité des régimes épargne-études. Ça va être quelque chose que nous allons découvrir ensemble. Et ensuite, nous allons prendre du temps avec Isabelle Bérard pour parler de quelques stratégies pour optimiser votre fiscalité dans la gestion de votre patrimoine. Enfin, on a une petite surprise pour vous aujourd'hui, Sophie Ferrando, qui va parler un peu et partager quelques trucs et astuces en ce qui concerne le renouvellement hypothécaire. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Et je vais inviter Fabien à me rejoindre pour commencer avec une revue des marchés et parler de la gestion active. Bonjour Fabien, merci d'être venu. Alors, on va prendre un peu de temps avec toi aujourd'hui pour parler des marchés. Certains sont impressionnés des résultats. L'été a été chaud, mais il semble que c'était un peu chaud aussi sur les marchés. Oui, oui, c'était très chaud et puis justement, le dernier trimestre est très fort. Si on regarde depuis le début de l'année, le TSX, la bourse de Toronto, plus de 22 de rendement. C'est incroyable depuis le début de l'année. Qui avait pu prédire? Parce que remarquez, le SP 500, il est à 14, le Nasdaq à 17, c'est déjà très fort et le marché canadien a donc déjà des points d'avance. Le Dow Jones, c'est OK, c'est 10 mais quand même, le vénérable Dow Jones, qui est quelque chose comme 12 points derrière le marché canadien. Et Ouais. vous avez ensuite le FTSE, qui est à la bourse de Londres, avec un indice quand même assez robuste, près de 17 de rendement. L'Eurostoxx, ça c'est à la bourse de Francfort en Allemagne, 15,5. Le Nikkei au Japon, 15 Puis si on regarde tous les pays du monde avec l'indice élargi de Morgan Stanley, c'est près de 18 de rendement. Alors, une année vraiment exceptionnelle. Pour certains, il y a de quoi halluciner, Fabien, mais dans un tel contexte, est-ce qu'il y a raison de dire, est-ce que peut-être le marché est un peu cher? Est-ce que c'est le bon temps Mhm. d'être là-dedans? Est-ce qu'on Ouais. paye trop cher, peut-être? Ben, quand on regarde le marché, les niveaux, par exemple, on va dire qu'un OK. tel indice est à 7 000 ou un autre est à 25, 42 000. Ce chiffre-là a très, très peu d'importance. Je vais présenter maintenant un graphique qui est relativement simple et vous allez tout comprendre. On recule très loin en arrière, Mhm. 1880 jusqu'à aujourd'hui, Ouais. et ça montre l'évolution des actions américaines avec ce qu'on appelle le ratio court-bénéfice. On a l'action, la valeur en bourse, et les profits de la compagnie. C'est ce ratio-là qu'on voit tout de suite si des entreprises, des fois, se vendent, l'action se vend à un Mhm. prix exagéré ou pas. Et Robert Shiller, qui est un récipiendaire d'un prix Nobel avec ses modèles mathématiques, et ici, le ratio, vous l'avez ajusté à l'inflation et c'est toujours des moyennes sur 10 ans qui se déplacent dans le temps. Et le niveau actuel du SP 500, le ratio, est au-dessus de 40. Wow. On n'avait pas vu ça depuis 25 ans. Et la dernière fois, ben, le marché,
s'est écroulé. C'était au mois de mars en 2000 et puis ça a été très, très difficile. Et puis la dernière fois qu'il se situait même au-delà Les des 40. 32-33, ben, c'était en 1929-1930. Ouais. Ça inquiète, c'est clair. Mais il faut comprendre que les gros indices boursiers, dont le SP 500, carburent à la technologie et ce ne Mm. sont pas toutes les entreprises qui ont autant de succès. Et quand on regarde les 50 plus grandes sociétés, elles sont Ouais. responsables de 63 de la performance de l'indice. C'est très concentré. C'est très, très, très concentré. Et la dernière fois qu'on avait une concentration pareille, aussi élevée, c'était en 74-75. On les appelait les Nifty 50, les 50 grosses sociétés américaines qui tiraient le marché vers le haut avec des entreprises comme Kodak, Polaroid, des entreprises à la mode dans une autre époque. C'est ça. Je ne pense pas que tout le monde va s'en souvenir. Les plus Non, jeunes, peut-être. ouais, c'est ça. Mais le marché, donc, a culbuté parce qu'il y avait concentration dans certains titres, les 50 plus gros. Mm. Et aujourd'hui, on se trouve un petit peu là. Puis, est-ce une zone à risque? Peut-être. Mais je veux absolument dire aux gens que les 50 plus grandes sociétés américaines, ce n'est pas tout le marché. Ce n'est pas l'ensemble de l'économie. Et si vous sortez du SP 500, par exemple, 190 compagnies qui ont un rendement négatif depuis le début de l'année, Ouais. ça, c'est 38 C'est Ouais. quand même très élevé. Il y a 285 des 500 compagnies américaines qui n'arrivent pas, ne parviennent pas à faire au moins 5 Mm. C'est donc vraiment une toute petite partie qui réussit à tirer vers le haut. Et ça, bien sûr, on ne peut pas rester les bras croisés. Ouais. Mais Fabien, c'est un peu paradoxal. C'est des bonnes nouvelles quand on voit le marché. En même Ouais. temps, on parle de zone à risque. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte comme ça? Est-ce qu'il y a une méthode ou une manière de réagir dans nos portefeuilles qui peut Ouais. nous aider à un peu gérer Oui, cette sans zone? doute, sans doute. Comme tu sais, Lionel, chez nous, on prend ce qu'il y a de bon sur le marché parce Mhm. que les conseillers d'équipe major, on ne travaille pas à commission, on va travailler à honoraire et les produits, donc, c'est détaché de notre rémunération, ce qui fait qu'on prend aussi bien de l'indiciel que de la gestion active. Mhm. Ça nous est égal. Mhm. Mais dans une zone à risque comme nous sommes en ce moment, la gestion active va protéger davantage contre les baisses et les gens qui sont nerveux devraient penser à ajouter de la gestion active ou de la gestion factorielle. Ça, c'est certains filtres qu'on ajoute à des indices pour avoir justement une performance plus intéressante. Et il y en a qui vont dire, oui, mais les frais, d'accord, mais tout frais enlevé, on voit que cet apport-là réussit des petits miracles. Ah oui. À l'écran, je montre ici un portefeuille tout en un qui est très, très, très populaire chez les influenceurs et certains chroniqueurs, là, le XBAL. Alors, le XBAL, depuis son lancement en 2007 par iShare, c'est un rendement cumulatif de quand même 191 C'est très fort. C'est ce qu'on voit en bleu, là. Oui, oui, Mhm. exactement. C'est ce qu'on voit en bleu. La ligne rouge, c'est un portefeuille actif au niveau de sa répartition et à l'interne, il y a des FNB factoriels. OK. Et là, l'équipe, on utilise ce produit-là qui a quand même une performance de 239 sur le cumulatif. C'est 49 de plus net de frais, là. Alors, pour vous dire que d'ajouter de la gestion active à de la gestion indicielle, c'est un mariage qui a du sens. Mais donc, nous, si c'est bon, si c'est solide, c'est ce qui nous intéresse. Parfois, c'est indiciel et parfois, ça n'est pas. Donc, tu viens de répondre au grand dilemme. Gestion active ou gestion passive, au fond, la réponse est Les deux. pourquoi pas les deux? Oui, pourquoi pas les deux? Il y a des sections comme les actions américaines. On sait que c'est difficile à surperformer par les gestionnaires actifs, mais il y a moyen de faire des filtres qui deviennent très intéressants. Mais si on ne veut pas avoir une grande concentration aux États-Unis, on veut plutôt opter pour un portefeuille mondial, encore là, on est capable de faire quelque chose de très intéressant. Vous avez à l'écran l'indice mondial XWD, qui est un FNB qui suit le MSCI, Ouais. qui est souvent discuté sur des forums, sur Reddit et compagnie, Absolument. en disant très peu de gestionnaires sont capables de le surpasser. Et pourtant, ça n'a pas été difficile. On a de la gestion qui combine valeur
croissance, momentum et de la sélection individuelle. C'est donc 4 méthodologies et c'est ce qu'on recommande. Puis là, c'est 26,5 de plus. On voit que sur la même période, depuis 2020 à aujourd'hui, c'est 126,84 pour justement ce qu'on recommande. Et le XWD, c'est 100,39 qui est déjà très fort, là. C'est remarquable, Ouais, surtout la période. C'est une période où les marchés vont très bien depuis bien sûr. 2020. Et là, on voit que durant cette période-là, donc, les actifs ont doublé. Ouais. Et puis, pour terminer, l'indice, vraiment que ça ne vaut pas la peine du tout d'utiliser. Un indiciel où on perd son temps et son argent, c'est dans les obligations. Parce que les Ah. obligations, quand on s'en sert exactement de la même façon que les actions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez, les indices fonctionnent souvent sur la capitalisation, c'est-à-dire les plus grosses compagnies, c'est là-dedans qu'on va avoir le plus de participation. Ouais, c'est ça. Les obligations, par définition, c'est de la dette. Si vous dites, je vais placer le plus d'argent possible dans les compagnies les plus endettées, bien là, vous avez un cocktail un peu catastrophique. Ouais. Et puis, regardez, de 2011 jusqu'aujourd'hui, si on prend le ZAG, qui est en fait l'acronyme pour un indiciel de BMO Mhm. sur les obligations mondiales, eh bien, on a un rendement combiné de 2011 à aujourd'hui. Là, Wow. c'est vraiment long, là, c'est 14 ans. Ouais. C'est 49,7. Toute la séquence, ça ne fait que 49,7. Ouais. Donc, c'est minuscule, un rendement de 2 points quelques par année, là. Et de la gestion active dans l'obligataire, ben là, c'est 157,8 C'est ça le rendement. On a 108 de différence. Ouais. Vous pouvez bien utiliser des indiciels, mais de grâce, dans les obligations, il faut vraiment regarder ce qu'il y a sous le capot. Puis Ouais. dans ce cas-ci, Ça prend la loupe, ça prend le microscope et puis ouais, analyser la dette. c'est notre travail Ouais. aussi, là. Alors voilà, Excellent. rajouter un petit peu de gestion active, là, c'est comme un bon steak. Je sais que tu es amateur. Euh, Ça prend des épices, hein, des fois. Tout à fait, tout à fait, en effet. Ben, c'est très instructif, Fabien, merci beaucoup. D'ailleurs, gestion active, avec quoi? Je pense qu'on a Jonathan tantôt qui va nous parler un peu des éléments qu'on peut utiliser et combiner dans Mhm. cette gestion active pour apporter de la diversification. Ben, C'est le moment de parler d'investissement alternatif, un terme qu'on utilise de plus en plus. Et est-ce que c'est le bon moment pour en ajouter? Oui, ben en fait, merci de me permettre d'en discuter. En fait, l'investissement alternatif est de plus en plus connu, comme tu dis, présente de nombreux avantages. Puis, quand on regarde comment les marchés réagissent depuis le début de l'année, Mhm. on se demande là, ben, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir maintenir des aussi bons rendements pour la Ouais, suite. ouais. Et bien, selon nous, ça passe par l'investissement alternatif. Mais là, on t'arrête tout de suite. C'est quoi? C'est la définition des investissements alternatifs. C'est un mot qui est vraiment très utilisé dans les médias, mais peu se donne la peine de le décrire. Et toi, qu'est-ce que tu en fais comme définition? Oui, ben en fait, on est habitué avec les marchés publics. Ouais. Quand on parle de marché public, là, souvent, on va faire référence à la bourse de Toronto, de New York, Mhm. aussi Les quelques actions. bourses en Europe. Les actions, exactement. On va aussi parler d'obligations. Souvent, on va parler du fameux portefeuille 60-40, là, 60 actions, 40 obligations. Uh-huh. Avec l'investissement alternatif, là, on tombe dans le marché privé. Donc, généralement, autour là, de 3 axes. Il y a aussi des déclinaisons, là, mais donc, investir dans des entreprises privées, donc des entreprises qui ne sont pas cotées OK. sur les bourses publiques. On va parler aussi de crédits privés, donc des entreprises qui ont besoin, en fait, de liquidités là, pour pouvoir, par exemple, ouvrir une deuxième usine ou expandre leurs activités. Ouais. Et aussi au niveau immobilier et infrastructure. OK. Donc, L'immobilier entre aussi dans la catégorie d'alternatifs. oui, exactement. Donc, ça permet d'investir, là, par exemple, dans de l'immobilier. Donc, ça peut être des immeubles à bureaux, mais depuis la pandémie, c'est de plus en plus de l'immobilier résidentiel, Ouais. que ce soit des condos, des maisons unifamiliales ou même, par exemple, des mini-entrepôts. Ah oui, Ou, ouais, les mini-entrepôts pour ce qui est en trop dans notre cabanon ou dans le garage, là. exactement. Souvent Ouais. utilisé s'il y a une séparation, un déménagement. Mais j'y pense, il y a aussi les entrepôts réfrigérés, mais il y a les centres de données qui, aujourd'hui, sont très, très, très utilisés, ne serait-ce que par toute l'intelligence artificielle. Ça prend des grands espaces et ça en fait partie, ça, l'alternatif? Ça en fait partie. Ça entre dans les infrastructures. Ça peut aussi être, par exemple, des autoroutes payantes, des aéroports, toutes sortes, finalement, là, d'actifs qu'on croise tous les jours. Oui, qu'on ne remarque plus.
Non, exactement, mais dans lesquels on peut OK. investir pour diversifier son Alors, si je suis ton raisonnement, on a fait des gros gains en 2024, en 2025, même en 23. Donc, 3 années quand même très, très, très intéressantes. Et là, on a des gains, puis on se dit, ouais, il faut peut-être protéger ça un peu, rééquilibrer. Ça veut dire à ce moment-là prendre ses profits? Oui, exactement ça. Donc, encaisser ses profits pour réinvestir ailleurs. Mhm. L'idée, c'est justement de ne pas générer tu sais, des très bons rendements avec ses actions, par exemple. Puis finalement, il y a une correction de marché et puis on On les revient perd. à la valeur initiale, exactement. Donc, d'encaisser des profits pour réinvestir ailleurs et d'investir dans l'alternatif nous permet finalement d'avoir une portion du portefeuille qui est corrélée de manière très, très faible avec les OK. investissements en actions. Donc, un des Ça avantages. signifie que ça ne bouge pas simultanément. Exactement, exactement. Quand on dit que il y a une faible corrélation, là, c'est que souvent, ça ne réagit pas, disons, de la même manière. Mhm. Et puis, donc, de pouvoir encaisser ses profits, réinvestir, par exemple, dans des entreprises privées, nous permet justement de rééquilibrer son portefeuille et d'augmenter la diversification, Ouais. qui est, selon moi, l'avantage principal des investissements alternatifs. Une présentation à laquelle on a assisté ensemble récemment, ça fait partie de l'alternatif, investir dans la musique? Oui, tu me devances, je voulais en parler, mais effectivement, dans les redevances musicales, Ouais. je vous donne un exemple, là, Mariah Carey, quand on arrive dans le temps des fêtes, là. Oh non! Je savais que tu allais réagir comme ça. Mais c'est une chanson qui est écoutée à des millions de reprises à chaque année. Ouais. Donc, il y a des firmes, en fait, là, qui vont mettre la main justement sur les royautés musicales comme ça. Et donc, nous, comme investisseurs, on peut investir dans ce type-là disons, d'investissement-là. Puis ça permet Ouais. d'avoir des revenus réguliers et puis de combattre l'inflation aussi au fil du temps. Ouais, ce qui m'avait surpris, c'est l'année 2022 qui a été négative sur les marchés. Puis quand on dit absence de corrélation, ici en 22, même les portefeuilles équilibrés faisaient quelque chose comme moins 15. Mais là, redevance musicale, plus 14. Ouais, ça Ouais. fait du bien à ce moment-là. Puis que ce soit des investissements dans des entreprises privées, on parlait d'infrastructures immobilières Ouais. ou même crédit privé, en 2022, rien de tout ça a terminé en négatif. Donc, on travaille avec des gros joueurs dans l'industrie au niveau de Ouais. l'investissement alternatif, de très, très grosses firmes. Et puis, quand je parlais justement de faible corrélation, ben, si ces actions et ces obligations sont en baisse, mais qu'il y a une autre portion du portefeuille qui demeure en Ça recule positif, moins. ça permet d'avoir une meilleure constance. Mhm. Mais pourquoi rester privé, justement, que c'est pas public et que c'est pas tout le monde qui peut en acheter? Oui, en fait, il y a vraiment plein de bonnes raisons pourquoi une entreprise voudrait rester privée. D'abord, une entreprise, lorsqu'elle entre en bourse, là, elle va diluer son actionnariat, elle va perdre un peu de pouvoir, elle ne pourra pas prendre des décisions comme elle le souhaite. Il y a la majorité des entreprises dans le monde qui demeurent privées, la forte majorité. Une des raisons, c'est justement le contrôle. Ensuite de ça, ben, une entreprise qui est cotée à la bourse, c'est aussi très, très lourd d'un point de vue administratif, là. Production des états financiers, il y a des Ouais, coûts chaque qui sont trimestre. reliés, il y a des comptes à rendre. Rendre public, c'est ça, des données sur les congédiements, les petits scandales. Le président, il sort avec un employé, puis Oui, écoute, il peut y avoir toutes sortes de choses. Puis, tu sais, les marchés publics, en fait, sont cotés à tous les jours, là. Donc, il y a une Oui. volatilité qui se fait tous les jours. Au niveau des investissements alternatifs, généralement réévalués à tous les mois. OK, Donc, une fois par mois. ouais, donc ça permet en fait de diversifier le portefeuille, Mhm. de réduire aussi la volatilité, mais ultimement, on fait tout ça aussi pour augmenter le OK. potentiel de Mais croissance. le réflexe du conseiller analytique que tu es, c'est quand même de regarder à la loupe les inconvénients, parce qu'il y en a partout, hein. C'est comme des médicaments. On a un soulagement d'une maladie, mais il y a des effets secondaires. Ici, la maladie, c'est des rendements négatifs. On trouve le soulagement avec justement de l'alternative. Mais quels sont les effets secondaires? Oui, ben, il y en a. En fait, c'est pas nécessairement un désavantage, là. C'est un risque qu'on doit juste calculer. Les investissements alternatifs sont moins liquides que OK. les investissements On s'en publics. débarrasse pas aussi facilement. Exactement. Et puis, généralement, il y a une période de détention, 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, c'est un petit peu plus long. Ah Donc, oui. ça s'adresse vraiment à des investisseurs qui ont Patients. patients, qui ont de bonnes connaissances, mais qui ont aussi un long horizon de placement devant soi. Mhm. Parce que si tout le monde décidait de racheter, en fait, toutes ces parts de fonds d'investissement privés d'un seul coup, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Un des avantages de la bourse, c'est justement que c'est très liquide. Si je vends une action, c'est parce que Et quelqu'un c'est l'a disponible acheté. pour des très petits montants aussi, là, des fonds FNB à 25$ par semaine. Il y en a. Oui, puis c'est un peu différent avec l'alternatif. Dans ce qu'on a vu, nous, les minimums, c'est souvent 25 000 Des fois, c'est beaucoup plus élevé que ça. Et ça s'adresse aussi à des investisseurs qui sont, pour la plupart du temps, accrédités. Oui, on a deux termes. Il y a admissible puis il y a accrédité. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, accrédité, généralement 1 million d'actifs, donc argent ou investissement
d'investissement. Donc, il faut Ouais. avoir plus d'1 million Mais ça exclut d'actifs. l'immobilier, là. Ça exclut l'immobilier. D'accord. Si on inclut l'immobilier, là, on parle de sa valeur nette totale. Seul, il faut avoir une valeur nette totale de plus de 5 millions. Wow. Et sans ça, on peut se qualifier sur ses revenus. Donc, un revenu net avant impôt de 200 000 seul ou 300 000 avec conjoint. OK. Donc, c'est pas tout le monde qui peut y En accéder. effet. Il y a par contre des stratégies, puis là je vais sortir un terme du jargon, là, mais des stratégies alternatives liquides où à ce moment-là, c'est admissible pour n'importe qui. C'est disponible à partir OK. de Pour des 500 plus petits montants, plus petits revenus. Oui, exactement. Donc, J'ai vu que c'était pour des revenus de 75 000 et plus, des Ouais. trucs comme ça, où la mise maximale, c'est quoi, 30 000? exactement, on va parler d'investisseurs qualifiés à ce moment-là. Faut avoir Admissible, oui. Oui, admissible, avec des revenus de 75 000 et plus. Il y a même d'autres stratégies qui sont, disons, structurées un peu différemment où Ah oui? vraiment, tu sais, tout le monde y a accès. Mhm. Mais à la base des investissements alternatifs, ça s'adresse à certaines personnes, certains investisseurs. Est-ce que les rendements sont aussi intéressants que la bourse, comme cette année, qui définitivement fracasse des records, des 15-20 on retrouve ça aussi dans les investissements alternatifs? Oui, même que la plupart du temps, là, les espérances de rendement sont supérieures au marché public. Oui. On regarde les 2-3 dernières années sur la bourse, ça a été assez exceptionnel, mais tu sais, sur une période de 100 ans, la bourse est autour de 8 là, Ben oui. en moyenne. Évidemment, les rendements ne sont pas garantis, mais l'espérance de rendement pour en fait du private equity des entreprises privées, généralement, les firmes nous parlent entre 12 à 15 OK, quand nous, même. on préfère quand même diminuer les attentes Ben oui. des investisseurs puis de livrer davantage, là, mais 12 à 15. Pour le crédit privé, 10 à 12 environ. Et ça se ressemble aussi pour l'immobilier et les infrastructures, mais c'est des Partiel. rendements qui sont quand même Ouais. très élevés. Très intéressant. On va penser à ça pour réajuster les portefeuilles. Ça nous donne plein de bonnes idées. Donc, récemment, la Banque du Canada a baissé son taux directeur, ce qui soulève plusieurs questions, dont la suivante. Taux fixe ou variable? Alors, je dirais que ça dépend de la situation de chacun. Bien évidemment, il y a des gens qui sont très sensibles, qui n'ont peut-être pas la capacité, des revenus plus serrés, une hypothèque plus serrée, puis surtout une peur de l'avenir, donc de qu'est-ce qui va se passer avec les taux. Alors, je pense qu'on y va surtout taux fixe ou variable selon le client, selon la situation du client. Bien évidemment, en ce moment, on est quand même on voit que les taux ont baissé à plusieurs reprises. La Banque du Canada a baissé son taux à plusieurs reprises. Donc, évidemment, c'est un contexte qui est intéressant et avantageux pour les gens qui ont choisi du variable. Et on s'attend à avoir encore quelques baisses d'ici la fin de l'année, enfin du moins 2, une ce mois-ci et une au mois de décembre. Donc, effectivement, c'est quand même un contexte intéressant pour choisir un taux variable. Si on s'attend encore à des baisses, est-ce qu'on a intérêt à se dépêcher à renouveler notre taux ou il n'y a pas de presse par rapport à ça? Comment ça fonctionne? Mais dans le fond, quand on signe une hypothèque pour un terme hypothécaire qui est souvent de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, si on arrive, il y a beaucoup d'hypothèques qui vont arriver à échéance en 2026, il y a beaucoup d'hypothèques qui sont arrivées et qui arrivent à échéance en 2025. Donc, les gens qui doivent renouveler maintenant et qui se posent la question, est-ce que je prends du fixe ou du variable? Encore une fois, ça va dépendre de la situation personnelle, mais il faut savoir que le variable est très avantageux actuellement parce qu'il y a une beaucoup plus grande flexibilité à prendre un taux variable qu'un taux fixe. Avec le taux fixe, son nom l'indique, c'est un taux fixe. On sait exactement combien on va payer pour le terme qu'on va choisir, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais avec le variable, si jamais vous devez briser votre hypothèque à l'intérieur du terme, la pénalité est beaucoup moins importante. On parle de 3 mois d'intérêt de pénalité. Et surtout, ce que peu de gens savent, c'est qu'un taux variable peut être fixé durant le terme choisi. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre comme stratégie de prendre un variable pour profiter de la baisse des taux en se disant, je vais pouvoir le fixer si ça remonte dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais avoir la possibilité de le fixer sur un taux probablement plus bas, un taux fixe probablement plus bas qu'un taux en date d'aujourd'hui. Je dis bien probablement. Mais voilà, donc c'est la flexibilité du variable qui est intéressante. Et effectivement, en ce moment, on s'attend à des baisses. On s'attend à des baisses de la Banque du Canada. Donc, ça peut être avantageux de prendre un variable. OK. Donc, il n'y a pas d'urgence à fixer un taux dans l'immédiat, si je comprends bien. Absolument pas.
Puis, disons que quelqu'un veut contrôler davantage ses paiements. Sur quel autre facteur il peut se concentrer au moment de renouveler son prêt? Donc, c'est sûr que les gens qui ont pris une hypothèque en 2020, 2021 ont signé sur des taux aux alentours de 1,89, Oui. 1,99. On se souvient de ce Mais oui, temps. quelle époque. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, ces gens-là vont renouveler sur des taux qui vont être plus aux alentours du 4, 4,5, Des- 3,89. La normale, quoi. La normale, Mhm. exactement. On revient à la post-pandémie, donc à des taux qui sont beaucoup plus normaux. Mais ces gens-là, évidemment, s'ils veulent conserver les mêmes paiements que les paiements qu'ils avaient à l'époque, qu'ils avaient à payer jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont plus serrés dans leurs dépenses, bien, ils ont toujours possibilité de rallonger leur amortissement jusqu'à un amortissement de 30 ans dans certains cas. Alors, évidemment, chaque hypothèque est différente, donc il faut vraiment vérifier selon l'hypothèque du client, qu'est-ce qu'il a signé pour voir est-ce qu'on peut rallonger son amortissement. Dans quelques cas, ça ne va pas être possible, mais la majorité du temps, ça va être possible de le rallonger même jusqu'à 30 ans d'amortissement pour pouvoir avoir des paiements plus bas et essayer de garder le même genre de paiement que ce qu'on a aujourd'hui. OK. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui veut se débarrasser de son hypothèque. Peut réduire son amortissement. OK. Effectivement, plus l'amortissement va être court, moins on paye d'intérêt et plus vite on rembourse notre prêt. Puis ça, il n'y a pas de pénalité pour ça. Il n'y a pas de pénalité pour réduire l'amortissement. Non, OK. absolument pas. Au moment du renouvellement? Au moment du renouvellement. OK. Donc, pas à tout moment non plus. Pas à tout moment. Ce qu'on peut OK. faire à tout moment, par contre, on peut avoir des paiements anticipés. Alors, généralement, on peut payer à peu près 15 de son prêt par anticipation à tous les ans. Puis, certaines banques vous permettent aussi de doubler les paiements. Donc, pour pouvoir et de faire ces paiements supplémentaires, ça vous permet de réduire l'amortissement. Donc, oui. Mais au moment du renouvellement, quelqu'un qui a un amortissement de 20 ans restant pourrait décider de le mettre sur 15 ans de façon à réduire ses intérêts. D'accord. Bon, alors on a quand même plusieurs options. On comprend qu'on n'a pas à se ruer chez notre courtier hypothécaire pour remoduler, renouveler notre hypothèque. On peut le faire combien de temps à l'avance, ça? En général, la majorité des institutions financières vont permettre de réserver un taux 4 mois à l'avance. OK. Donc, c'est quand même bien de s'y prendre à l'avance, d'autant plus que si on finalise une hypothèque aujourd'hui pour passer chez le notaire dans 4 mois, s'il y a des baisses de taux entre aujourd'hui et la date notariée, on peut faire baisser le taux d'intérêt. Donc, ça peut être avantageux de tout de suite commencer quand on sait qu'on doit renouveler en décembre 2026, par exemple. Ça peut être une bonne idée de commencer à regarder à l'automne sans se presser, mais au moins savoir un petit peu plus où est-ce qu'on va s'en aller. Est-ce qu'il va falloir justement rallonger l'amortissement ou non? Sur quel produit on va y aller? Ça peut être intéressant de le regarder, de prendre son temps 4 mois à l'avance et Mhm. puis de profiter du meilleur taux possible. D'accord. Puis au-delà de 4 mois, ben là, il faut voir si ça vaut la peine de prendre notre pénalité ou pas. Exactement, parce qu'effectivement, si on brise l'hypothèque avant la fin du terme, il va y avoir des pénalités. La pénalité va être différente si on parle d'un taux variable versus un taux fixe. Puis dans certains cas, la pénalité sur un fixe peut être très élevée. OK. Donc, c'est de voir quelle est la pénalité, est-ce que ça vaut la peine ou non de briser son hypothèque à l'avance. OK. Mais là, dans le contexte où c'est les hypothèques souvent de 2020-2021 qui se renouvellent, il n'y a pas d'urgence Pas du avec un tout. taux en Non, bas de 2 gardez votre taux le plus longtemps possible, c'est sûr. Sinon, on parlait aussi du refinancement. Donc là, il y a une différence entre le renouvellement et le refinancement. Exactement. En fait, le renouvellement, votre prêt arrive à échéance, vous devez renouveler. Mhm. Donc, on renouvelle le montant tel qu'il est. On peut renouveler et inclure dans le renouvellement un montant de 3 000 $ maximum pour que ça soit considéré comme un renouvellement. OK. À partir du moment où on veut faire un investissement, payer des dettes, où on veut aller rechercher un montant supplémentaire sur son hypothèque, à ce moment-là, ça devient un refinancement. C'est important de savoir que pour faire un refinancement, on ne peut pas refinancer plus de 80 de la valeur de sa propriété. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais au-delà de ça, les frais
les frais qui vont faire la différence entre un renouvellement et un refinancement sont les frais de notaire qui ne sont pas pris en charge par les institutions financières. OK. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions qui vont faire une remise en argent lors d'un refinancement pour aider les clients à payer leurs OK. frais de Donc, notaire. pour alléger la note, là. Exact. OK. Donc là, dans le contexte où les taux sont à la baisse, on va sûrement voir plusieurs refinancements dans ce nouveau contexte, le plus favorable. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont profiter de leur renouvellement pour refinancer. Donc, Mhm. pour refinancer, pour aller chercher des fonds supplémentaires. Ça arrive. Ça arrive souvent, d'ailleurs. C'est des choses qui arrivent souvent. C'est un bon Ben oui. moment de refinancer quand on a besoin d'argent. Peu importe la situation, c'est toujours le meilleur moment pour le faire. Ben oui, puis à ce moment-là, on a l'option d'aller vers aussi une marge hypothécaire. On a l'option d'aller vers une marge hypothécaire. Alors, la marge hypothécaire, c'est un produit extrêmement intéressant parce que très flexible aussi. Donc, vous pouvez vous faire qualifier pour une marge hypothécaire jusqu'à 65 de la valeur de votre propriété. Tant et aussi longtemps que vous n'utilisez pas la marge, ça ne coûte rien. Donc, aucun frais. Et lorsqu'on commence à utiliser la marge, on va devoir payer au minimum les intérêts sur la marge. Si on doit utiliser une grosse portion de la marge, 50, 60, 70 000, 100 000, que le taux d'intérêt est plus élevé. C'est un taux ouvert qui peut être remboursé. C'est un prêt qui peut être remboursé en tout temps sans aucune pénalité. Donc, le taux est plus élevé. Mais il faut savoir que sur un montant relativement important, 50, 60, 70 000, 80 000, on peut prendre ce montant-là et le transférer en prêt fixe ou variable. OK. Donc, c'est très, très flexible, une marge de crédit hypothécaire. Et effectivement, c'est une bonne idée lorsqu'on arrive au renouvellement de son prêt. Si on avait un prêt assuré au départ, la maison a pris beaucoup de valeur, on a l'équité suffisante, c'est une bonne idée de se rajouter une marge au Mhm. cas où. Ouais, sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc, juste pour récapituler, on peut aller emprunter jusqu'à 65 de la valeur de la maison avec une marge hypothécaire ou 80 si on fait ça sur la forme d'un prêt D'un prêt traditionnel. fixe ou variable, oui. OK. Donc, ici, Sophie, là, tu nous compares là, les taux fixes 5 ans, 3 ans, variables de 2006 à ce jour. Effectivement. Donc, ça, c'est des comparaisons de taux qu'on peut faire entre le fixe et le variable pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Parce qu'évidemment, tout le monde reste sur l'idée que le taux variable peut monter très, très vite. On l'a vu Oui. juste après la pandémie. Ça a été un coup dur pour plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous. Mais si on regarde vraiment l'évolution des taux sur un long terme, on peut voir que prendre un variable, c'est souvent plus avantageux que de prendre un fixe. Puis, encore une fois, avec le taux variable, quand on voit que ça recommence à remonter, c'est sûr qu'il faut un peu suivre l'actualité, suivre un peu les taux hypothécaires, mais encore une fois, avec le taux variable, il y a toujours possibilité de le fixer quand on voit que ça commence à monter. Donc, de se garantir un paiement fixe pour les prochains mois, prochaines années. Ça peut limiter les surprises. Ça pourrait limiter les surprises, les mauvaises surprises, exact. Bon, mais merci, Sophie. C'était fort intéressant. Alors, Isabelle, on te reçoit aujourd'hui parce que je pense que tu as quelques conseils en termes de stratégie fiscale pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que habituellement, il y en a pas mal qui attendent la dernière minute et puis c'est la panique en janvier, en février pour courir après les déclarations d'impôts, les cotisations réelles, etc. Alors, je pense que le but ici, c'est d'avoir quelques stratégies pour mieux se préparer. Oui, effectivement. On a encore quelques mois d'ici la fin de l'année civile. Il y a des choses qui doivent être faites avant le 31 décembre si on veut pouvoir en profiter pleinement, surtout au niveau fiscal. Donc, première chose, oui, tu en as parlé, les REER. C'est vrai Ouais. qu'on a jusqu'aux 60 premiers jours de l'année suivante pour contribuer à son REER, mais pourquoi ne pas le faire avant le 31 décembre? À tout le moins, vous pourriez peut-être envisager faire une petite planification fiscale pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux comme montant REER que vous devriez prendre. Wow. Autre chose, le CELI. Le CELI, contrairement au REER, lui, on n'a pas jusqu'aux 60 premiers jours de l'année suivante pour Oui, c'est effectuer le nos 31 contributions. décembre. On a jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous n'avez pas encore maximisé votre CELI, les droits CELI pour 2025 sont de 7 000 Si votre CELI est pleinement maximisé puis que vous avez effectué un retrait durant l'année,
l'argent, vous allez pouvoir la redéposer, mais seulement à partir de 2026. Donc, assurez-vous de ne pas déposer l'argent, sinon vous allez avoir des pénalités. Mais je pense qu'il y a une petite anecdote là-dessus. Beaucoup de gens se retrouvent à mal comprendre cette règle-là Oui. et puis se retrouvent à payer des pénalités avec Oui, Revenu puis Canada. surtout si on a plusieurs comptes CELI dispersés dans Ah, plusieurs institutions financières, ça devient difficile de suivre le fil de combien on a contribué, combien on a retiré. Fait que, évidemment, là, gardez-vous un petit fichier Excel s'il faut pour mieux suivre là, vos cotisations et vos retraits. ou consolider hein, avec un Ou conseiller. consolider, puis ayez un seul compte, ça rend la gestion beaucoup plus facile. Mm. Aussi, ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est le CELIAP. Donc, si vous êtes éligible et que vous n'avez pas encore ouvert un CELIAP, ben, vous pourriez le faire d'ici la fin de l'année. Ça vous donnerait droit de pouvoir contribuer 8 000 $. Si vous avez déjà un CELIAP ouvert et que vous n'avez pas fait votre contribution, vous avez là aussi jusqu'au Ouais, comme 31 le CELI. décembre, OK. c'est ça, pour effectuer votre contribution au CELIAP. Donc, je rappelle, c'est 8 000 $ par année de contribution. Mais est-ce que tu pourrais nous guider, Isabelle? REER, CELI, CELIAP, qu'est-ce qui est déductible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parfois, on se... C'est une excellente question, Lionel. Ouais. Le REER est déductible, donc on peut le déduire de nos revenus. Ça nous donne droit à une économie d'impôt. Le OK. CELIAP aussi est déductible. Donc là OK. aussi, ça nous donne droit à une économie d'impôt. Donc, si vous avez la chance d'avoir deux comptes, REER et Et CELIAP, CELIAP. ça vous donne deux doubles Ah, double réductions. opportunité, ouais. C'est ça. Faites juste attention. Si vos revenus imposables ne sont pas très élevés, vous n'êtes pas obligé de prendre vous n'êtes pas obligé d'appliquer la déduction cette année. Vous pourriez la reporter dans le futur au moment où vos revenus seront plus élevés. Ça va vous donner de meilleurs retours d'impôt. Ah, c'est un très bon point. Oui. Autre point aussi qui est important de faire avant le 31 décembre, c'est les régimes épargne-études. Ah, on en parlait tantôt, justement. Oui, donc si vous contribuez au régime épargne-études de vos enfants, sachez que les contributions se font par année civile, donc on doit faire la contribution avant le 31 décembre. Si on veut le maximum des subventions, c'est 2 500 $ par enfant. Puis si jamais vous avez manqué une année ou vous n'avez pas contribué au maximum dans une année précédente, vous pouvez rattraper une année par année. Donc, vous pourriez pouvoir rattraper une deuxième année. OK. Si vous êtes retraité et Oui. que vous avez déjà converti vos REER en FER, il faut vous assurer de faire le retrait minimum exigé des FER. Oui, parfois, notre conseiller va nous recommander Guider. de faire des retraits systématiques, soit une fois par année ou à tous les mois. Mais si vous ne l'avez pas fait, assurez-vous de le faire parce que si vous ne le faites pas, Mhm. le minimum de retrait qui aurait été exigible va s'ajouter à vos revenus imposables. Donc, vous Ah. n'aurez pas fait le retrait, mais vous allez devoir payer l'impôt Quand même l'impôt sur le là-dessus. montant. OK. Donc, on n'est pas plus avancé là, au niveau fiscal. Même chose pour les personnes retraitées aussi. Revoyez peut-être votre plan de décaissement. Alors, c'est recommandé de le faire à chaque année, Ben, idéalement? idéalement, oui. Un peu Pourquoi? comme notre visite médicale. Oui, ben c'est ça. C'est que dans le fond, oui, c'est vrai que quand on fait un plan de retraite, on va planifier à l'avance le plan de décaissement. OK, ouais. Par contre, un plan de retraite est basé sur un taux de rendement jugé prudent qui n'est pas nécessairement votre rendement réel. Mhm. Votre rendement réel va faire en sorte que vos placements vont avoir évolué différemment. Donc, c'est fort possible que vos retraits minimums soient plus élevés et tout ça. Donc, ça va nécessiter de faire peut-être un petit peu d'ajustement au niveau du décaissement. Peut-être pas nécessairement revoir tout le plan au complet, mais Ajuster. ajuster les retraits que vous faites de vos placements en fonction de Il y a un vos phénomène de retraités qui retournent sur travailler. Oui. Est-ce que ça, c'est si quelqu'un prend la décision de ben, j'ai changé mon idée, je vais continuer à travailler, est-ce que dans un cas comme ça pourrait avoir un impact aussi? Ben, c'est sûr que ça va avoir un impact parce que là, on va se trouver à ajouter des revenus imposables à déjà une séquence de décaissement qu'on avait déjà mis en place. Donc là, il faudrait voir assurément à revisiter le plan de Le décaissement. décaissement. Puis si vous n'avez pas encore 71 ans, puis que vous avez converti vos REER en FER, vous pourriez à la limite retourner du FER vers le REER pour éviter de retirer trop Ah. d'argent Ah. dans le FER. Donc, il y a des stratégies que vous pourriez mettre en place, mais évidemment,
pas à la dernière minute. Minute, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Oui, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on a oui, parlé ben, ce sont des abris fiscaux, en quelque oui, sorte, que ce le sont, gouvernement met à notre disposition. ce sont des abris fiscaux ou à tout le moins des choses qu'on doit faire pour éviter de payer de l'impôt Mhm. inutilement. Autre chose qu'on oublie parfois ou qu'on néglige, ce sont les dons de bienfaisance. Donc, si vous faites un don à un organisme de charité reconnu, vous allez avoir droit à un reçu pour don de bienfaisance. Vous pouvez faire un don en argent, mais pour les investisseurs qui auraient, par exemple, du gain en capital accumulé sur Oui, leur placement, oui. vous pourriez aussi faire un don de placement, donc un don de titre. Et à ce moment-là, vous allez recevoir un reçu d'impôt pour la totalité du placement que vous allez remettre. Vous ne serez pas imposé sur le gain en capital. OK. Donc, si vous aviez un intérêt pour faire un don de charité, c'est peut-être une belle façon de le faire sans avoir à vous imposer sur du gain en capital. Toi qui es planificatrice financière, est-ce que le don de bienfaisance, ça peut devenir carrément un outil de planification fiscale dans un plan financier? Bien, ça peut devenir un outil de planification fiscale, mais encore faut-il avoir cette volonté-là de donner de l'argent Oui, parce bien que entendu. on évite une facture d'impôt qui est quand même plus petite que le don qu'on se trouve Con- à faire. En Donc, il effet, faut quand même avoir cette volonté-là de vouloir se de donner. priver Oui. de cet argent-là. Euh, Autre point qui est rarement utilisé aussi, ce sont OK. les pertes fiscales. Donc, Ah, encore une fois, si vous avez des placements qui ont connu une baisse et que vous avez une perte latente sur un placement, vous pourriez cristalliser la perte en vendant le titre. OK. Et à ce moment-là, cette perte-là, vous pouvez l'appliquer sur tout gain en capital que vous auriez fait durant l'année. Donc, ça OK. vous permet de réduire votre facture Très d'impôt. bien. Ou vous pouvez l'appliquer sur une perte en capital que vous avez fait dans les 3 dernières années ou à l'infini dans le futur. OK. Donc, je réalise une perte et je peux l'utiliser dans le futur Dans le contre des futur. gains. Contre des gains, oui. OK. Donc, c'est une belle façon. Parfois, quand les marchés sont mouvementés, c'est une belle façon de profiter du mouvement à la baisse pour que ce soit à notre avantage. Il Mhm. faut juste faire attention aux pertes apparentes. Il ne faut pas racheter le même titre dans les 30 Dans prochains jours. Donc, si vous voulez demeurer investi, vous pouvez cristalliser la perte puis racheter un autre titre, mais il ne faut pas que ce soit le même le même titre. titre. Parfait. Ben, j'imagine que le 30 jours, c'est probablement pour éviter des abus. Oui, effectivement. Tu as tout à fait compris. Autre chose qu'il faut s'assurer de penser aussi, si vous êtes travailleur autonome ou investisseur ou Ouais. retraité et que vous faites des acomptes provisionnels, assurez-vous de faire vos acomptes provisionnels avant la fin de l'année. Ça peut vous éviter aussi des Des mauvaises surprises. surprises. Et si vous avez plus de 65 ans, sachez aussi que vous pouvez faire du fractionnement de revenus. C'est quelque chose qu'on fait à la déclaration de revenus, mais Mhm. pensez-y quand vous allez voir votre bilan annuel, combien de revenus imposables vous avez fait chaque membre du couple. S'il y en a un des deux qui a fait un revenu imposable plus Imposable. élevé que l'autre, vous pouvez faire un fractionnement de revenus de pension admissible. Pensez à en parler à votre comptable qui va faire votre déclaration de revenus. Ah, excellent. Bon, écoute, ça fait 9 stratégies. Oui, c'est pas mal. Ça nous donne pas mal de devoirs d'ici décembre. Oui, puis si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Ex- La rentrée se passe bien, les enfants font leurs devoirs et aujourd'hui, on va s'assurer que les parents aussi font leurs petits devoirs. Ben oui, tu vas nous parler des fameux régimes d'épargne-études. Les fameux régimes épargne-études. Alors, imagine, Fred, un placement qui peut te donner jusqu'à 20, sinon 30% de rendement. Et pour mettre ça en contexte, si on prend par exemple l'indice MSCI World, il a fait à peu près en moyenne 10% de rendement sur la dernière décennie. Et même l'indice S&P 500 américain a fait quelque chose comme du 14-15%. Alors, un placement qui peut vous donner jusqu'à du 20-30%, je pense que ça se prend bien. Ben, arrive le fameux régime épargne-études et bon, il y a une petite condition là-dedans, dans mon histoire de 20-30% qui est garantie. C'est qu'on parle ici des subventions du Mhm. régime épargne-études. Alors, sur les premiers 2500 $ de contribution qu'un parent peut mettre, que ce soit un parent ou un grand-parent peut contribuer
à un régime épargne-études pour l'enfant, ben, le gouvernement fédéral donne jusqu'à 20% de subvention et au Québec, le gouvernement québécois donne jusqu'à 10% de subvention sur le premier 2500 $. Fait que c'est vraiment très payant. Et si je ne me trompe pas, des subventions, c'est pas quelque chose de très risqué. Non, je dirais même c'est garanti. Alors, le gouvernement nous prend de l'impôt de façon garantie tout le temps. C'est toujours bien de savoir que parfois on peut obtenir quelque chose du gouvernement de façon garantie. Alors, il y a un maximum pour les subventions fédérales, c'est jusqu'à 7 200 $ et au niveau du Québec, c'est jusqu'à 3 600 $, d'où mon petit chiffre de 2 500 $ qui nous permet de maximiser le montant des subventions. Mais si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus, mais c'est ce montant-là qui maximise. Il y a d'autres avantages au régime épargne-études. Un des gros avantages, c'est l'abri fiscal que ça représente. Alors, si vous y pensez, notre plus grande dépense dans notre vie active, c'est pas nécessairement le char ou l'hypothèque, c'est l'impôt. On paye beaucoup d'impôts, on paye pas mal en impôts. Alors, régime épargne-études, c'est un autre abri fiscal qui est à notre disposition. Et donc, tous les rendements, tout le revenu qu'on accumule dans ce compte-là est à l'abri de l'impôt. Il n'est pas imposé. Ça veut dire qu'on peut continuer à en accumuler d'année en année sans avoir de l'érosion fiscale sur le montant. C'est ça, mais ça donne pas une déduction comme un REER. C'est vraiment plus comme un CELI où la croissance et les subventions ne seront pas taxées. Exactement. Tant que l'argent reste dans le régime, ça s'accumule à l'abri de l'impôt. Un autre avantage, c'est la flexibilité parce que ça permet de financer des études universitaires ou collégiales ou même des études dans des établissements d'ordre plus technique et ça peut être transféré aussi à un autre enfant. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder au régime épargne-études. Puis en termes de programmes couverts, est-ce que la liste est assez étoffée? Ben oui, il y a plusieurs établissements qui sont couverts par le régime épargne-études et généralement, lorsque vous avez votre preuve d'admission, ça suffit pour commencer à faire les retraits. Par contre, quand on arrive au retrait, c'est là que monsieur le gouvernement a son mot à dire. Mais c'est pas si douloureux que ça. C'est vrai. On reçoit beaucoup de questions par rapport au retrait des régimes épargne-études. Il y a beaucoup de parents qui ont un peu cette inquiétude. Mais si je retire l'argent qu'on a accumulé après 5, 10 ans, est-ce que je vais me retrouver à payer beaucoup d'impôts là-dessus? Ben, oui et non. On paye de l'impôt, mais vous allez voir, il y a un avantage qui est pas mal conséquent. Premièrement, sur les cotisations, c'est-à-dire le capital, lorsqu'on retire cette partie-là, il n'y a pas d'impôt. Ça, c'est plein de sens parce qu'on a déjà payé de l'impôt sur cet argent en principe. Exactement. OK. C'est sur les subventions et le revenu qu'on a accumulé qu'il y a de l'impôt à payer. C'est ce qu'on appelle un paiement d'aide aux études. Enfin, c'est la terminologie utilisée par Revenu Canada. Donc, les subventions et les revenus sont imposables. Mais attention, ils sont imposables non pas aux parents, mais à l'enfant, à l'étudiant. Alors, l'étudiant habituellement a moins de revenus que ses parents, à moins que, je ne sais pas si l'étudiant est Justin Bieber, peut-être pas. Mais en général, votre enfant va se retrouver à avoir moins de revenus que le parent. Et Mhm. donc, c'est un avantage important que ce soit imposable à l'enfant. Ben oui, parce que ça va être le cas extrême, ça va être un emploi à temps partiel. Exactement. Exactement. Et donc, votre enfant se retrouve dans des plages d'imposition plus basses. Et donc, c'est un avantage pour lui de pouvoir retirer. Et on va le voir, il peut retirer jusqu'à un certain montant carrément sans impôt. OK. Puis comment ça fonctionne, les retraits? Donc, on a parlé déjà des programmes admissibles. Il y en a quand même une liste assez importante de tout ce qui est postsecondaire. Donc, du DEP, cégep, université. Exactement. Et si vous êtes dans le doute, il y a une liste qui est disponible sur le site de Revenu Mhm. Canada. Vous pouvez consulter tous les établissements agréés. Vous devriez avoir le choix. Il y en a pas mal. C'est assez vaste, hein? C'est assez vaste, c'est assez vaste. Alors, une chose qu'il faut savoir par rapport aux règles du retrait du régime épargne-études, dans les 13 premières semaines, j'ai l'habitude de dire la première année parce que c'est facile de s'en souvenir, mais c'est exactement les 13 premières semaines, on ne peut retirer que jusqu'à 8 000 $ du régime épargne-études. On a un plafond.
Ça, c'est les paiements d'aide aux études. Exactement. OK. Dans le paiement d'aide aux études qui représente le revenu qu'on a accumulé et les subventions, on peut sortir jusqu'à 8 000 $. OK. Pourquoi? Je me dis, le gouvernement s'est sûrement rendu compte qu'il y en avait qui allaient s'inscrire et qui sortaient tout le montant, Mmh. peut-être pour aller à Vegas ou pour faire la fête. Et ils se sont dit, on va mettre une petite limite. Alors, la première année, les 13 premières semaines, vous pouvez sortir jusqu'à 8 000 $. Mais après, il n'y a pas de limite. On peut sortir autant qu'on le souhaite. Si jamais ça arrive, notre enfant décide de ne pas aller aux études, ben à ce moment-là, les cotisations sont remboursées sans impôt. On peut les retirer. OK. Les revenus sont transférables à un REER jusqu'à 50 000 $ ou si on les retire, ils sont imposables. Et les subventions, le gouvernement dit, ben, je vous ai donné des subventions pour aller à l'école, vous n'y allez plus, ou au collège, je récupère mes subventions. Donc, le gouvernement récupère ses subventions. Alors, au moins, l'argent ne passe pas au feu. Une fois qu'on décide de ne pas aller aux études, on peut récupérer ses cotisations et les revenus, mais on est imposé là-dessus. OK. Donc, c'est quand même assez flexible. Donc, après avoir retiré le premier 8 000 ensuite, on manœuvre de manière à ne pas retirer trop de revenus dans une même année fiscale. Puis ensuite, Oui, exactement. C'est exactement comme tu dis, Fred. C'est-à-dire que quand on y pense, le minimum imposable, c'est un peu plus que 16 000, ouais, 17 dans ces eaux-là. 17 dans ces eaux-là. Ça veut dire que pour un étudiant, il pourrait retirer jusqu'à 17 000 de son régime épargne-études s'il n'a pas d'autres sources de Mhm. revenus sans être imposé là-dessus. Puis, est-ce que c'est l'enfant qui s'occupe des retraits ou ça reste entre les mains des parents, tout ça? Parce que c'est Ah, quand même des coquettes sommes dont il est question. bonne question, très bonne question. C'est le parent qui s'occupe du Phew! retrait. Fait qu'il C'est le il n'y en a pas des voyages à Vegas alors qui se paye avec ça, là. Mais du moins, c'est En pas tout, le jeune qui c'est décide de pas, en ça. tout cas, c'est pas le jeune qui, qui se sert des voyages à Vegas. Alors, c'est sûr que c'est le parent. C'est juste que lorsqu'on fait ce retrait et que c'est du paiement d'aide à l'étude, l'argent est imposé dans les mains de l'enfant, OK. même si c'est le parent qui fait le retrait. Alors, il faut savoir qu'un régime épargne-études ne peut pas rester ouvert ad vitam aeternam, comme on dit. Il y a une limite et c'est valide jusqu'à 35 ans après son ouverture. Ben quand même, Ouais. on a Alors, du temps. on a du temps, On on peut a faire du temps. quelques bacs, quelques réorientations de... En effet, avant de se décider de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser. Puis Alors, j'ai essayé d'inclure un petit exemple illustratif. l'exemple du régime d'épargne-études d'Emma. Oui, Emma, qui est une étudiante, une enfant d'un de nos clients, j'ai essayé de prendre cet exemple-là. Ils ont mis en place un régime épargne-études et ces parents-là ont en effet optimisé leur régime épargne-études en cotisant à peu près 2 500 par an pendant 14 ans. Au total, les parents ont contribué 35 000 $ dans le plan. Ils ont reçu leur subvention, ils ont maximisé leur subvention, 10 800 $ au total. Et si vous avez investi dans la dernière décennie, ben vous êtes chanceux, les marchés ont très bien fonctionné. Prenons par exemple un indice comme l'indice mondial MSCI, il a fait à peu près du 10%. Ça veut dire à 18 ans, le régime épargne-études valait à peu près 80 000 $. Là, on a eu nos 20 de subvention, plus la Plus la croissance des croissance. marchés. Exactement. D'où l'avantage d'un tel programme. Vous vous rendez compte que le résultat, c'est qu'on a mis 35 000, on en a accumulé 80 000. La croissance et les subventions dépassent le double de l'épargne des parents. C'est énorme. C'est énorme. C'est très avantageux. Alors oui, encore une fois, la première année, on a pu retirer pour Emma 8 000 $ pour aider avec l'école à partir des subventions et du revenu qui a été accumulé. Emma a payé 0 $ en impôts parce qu'elle n'avait pas d'autres sources de revenus. Et l'année suivante, ben, les parents ont tout simplement regardé avec leur déclaration d'impôt combien ils pouvaient retirer à chaque année sans déclencher trop d'impôts. Ben, c'est vraiment un très beau programme. Très beau programme. Mais comme je le dis toujours, c'est important pour les parents de faire leur devoir, de comprendre le régime épargne-études. Il y a beaucoup de règles, mais parlez-en avec votre conseiller. On a essayé de tout simplifier aujourd'hui, mais ça vaut vraiment la peine d'intégrer cet outil-là dans votre planification financière.
Ben voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Ben, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est Équipe Major, ou bien sur notre site web, équipemajor.ca. Si ces sujets-là ont pu provoquer chez vous des réflexions, des interrogations, c'est ce qu'on souhaite. Et n'hésitez pas à contacter votre conseiller de l'équipe. Ça nous fera plaisir de faire le suivi avec vous. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre attention encore une fois et à la prochaine.